Oui, beh, il y a 2 ans, ma commune de Breil-sur-Roya a été fortement touchée par, la tempête Alex avec des dégâts, matériels, très importants et un bilan humain de 3 morts et heu et une quatrième sur la vallée de la Roya. Hem, Suite à ça, évidemment, on a dû engager un très gros travail de reconstruction qui concernait les infrastructures routières, ferroviaires, qui concernait bien sûr tous les équipements publics qui ont été impactés par cette catastrophe. Et on voit bien que très rapidement, on se heurte à des freins qui sont conséquents. D'abord, évidemment, ça nécessite des moyens financiers absolument considérables. Pour une commune de Breil-sur-Roya, pouvoir faire face à 25 millions d'euros de dégâts, c'est quelque chose qui est quasiment impossible si on n'a pas une solidarité très forte qui s'exprime aussi bien en provenance de l'État que des autres collectivités. D'autant plus que ces dégâts, ils sont évalués sur la base de ce qui existait avant de la tempête. Or, on voit bien que dans la reconstruction, il est nécessaire de reconstruire de façon plus résiliente, plus intelligente, et donc potentiellement avec des techniques et avec des choix qui sont budgétairement plus importants et plus contraignants. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que les dispositifs dans ces circonstances-là qui sont mobilisés, notamment les dispositifs financiers de l'État, sont des dispositifs qui sont tous conçus sur la base d'une reconstruction à l'identique. Je pense en particulier à la dotation de solidarité de l'État, où on a une évaluation des dégâts qui est faite sur la base de ce qui existait, et sur cette base-là, on nous donne un montant de subvention qui peut être un taux jusqu'à 90%, c'est ce qu'on a sur la commune de Breil, sauf que c'est 90% d'une reconstruction à l'identique qu'on ne veut pas forcément faire, et qu'on ne peut pas d'ailleurs quelquefois faire. Parce qu'il y a des routes qui ont été totalement détruites, on ne peut pas les reconstruire au même endroit, on va être obligé de les faire repasser plus haut. On a des ponts qui ont été emportés, qui faisaient 20 mètres, sauf que le lit de la rivière aujourd'hui en fait 60, et donc le pont va coûter 2, 3 fois plus cher que l'ancien. Or, les financements de l'État, ils sont toujours calculés sur la base de ce qui existait à la veille de la tempête. Donc en fait, on a à la fois une volonté politique qui est de mettre en œuvre de la résilience, et on a en parallèle des dispositifs qui sont uniquement conçus sur la base d'une reconstruction à l'identique. Ensuite, on a un autre dispositif, le fonds Barnier, qui a été mobilisé dans des proportions très importantes et qui, quasiment 120 millions d'euros suite à la tempête Alex, qui permet de racheter et de démolir des habitations. Sauf que on voit bien que là aussi, on a toujours des arbitrages qui sont difficiles à rendre. Jusqu'à où on va dans les procédures de fonds Barnier, quel niveau de risque on est encore en capacité d'accepter, parce que sur nos territoires, où qu'on soit, on est forcément exposé à un risque. La question, c'est où est-ce qu'on situe le curseur? Et on voit que ça cause des difficultés en l'absence de critères très clairs. Il y a des gens qui veulent pas partir. Il y a des gens qui, au contraire, aimeraient partir, mais qui ne sont pas éligibles au fonds Barnier. Donc là, on voit qu'il y a des difficultés. Et évidemment, quand on est sur des procédures comme ça qui sont bloquées en l'absence d'accord amiable, eh bien, ça fait freiner la reconstruction. Parce que quand on repense des aménagements, on le fait en intégrant les biens issus des procédures d'acquisition, de démolition, puisque ces terrains ensuite sont restitués à la commune. Ensuite, on voit bien qu'on a aussi un frein, parce que quand on est une petite commune qui doit reconstruire 25 millions d'euros d'infrastructures ou plus, on n'a pas les moyens en interne, en ingénierie, pour pouvoir porter tous ces projets, pour pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir constituer des cahiers des charges, pour pouvoir mettre en œuvre des procédures de marché public, pour pouvoir monter tous ces dossiers de demande de subvention qui sont innombrables. Et ça, c'est évidemment un très gros frein qui fait que finalement on est obligé de prendre les projets les uns après les autres, et on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps comme nous souhaiterions et comme nos habitants l'attendent. Euh, En parallèle de ça, on a aussi souvent des difficultés en termes de trésorerie, puisque quand bien même on aurait 100% de subventions, il faut quand même qu'une commune puisse avancer l'argent avant de percevoir les subventions. Et ça aussi, c'est un frein très conséquent. Et ensuite, et c'est peut-être ça qui va être le plus problématique dans le temps long, c'est que nous sommes soumis à des contraintes réglementaires en matière d'urbanisme qui sont nombreuses et qui sont très lourdes, et qui font notamment qu'on a des secteurs entiers de la commune qui sont en zone agricole, qui sont en zone naturelle, où on ne peut pas imaginer urbaniser. Or, on voit bien que avec le nouveau porté à connaissance sur le risque d'inondation, qui vient s'ajouter au plan de prévention des risques naturels sur les chutes de blocs, sur les mouvements de terrain, eh ben, on perd beaucoup d'espace pour pouvoir reconstruire ce qui a été détruit. Et on est finalement pris en étau entre la loi montagne qui nous dit vous ne devez pas artificialiser davantage les sols, vous ne devez pas grignoter les espaces naturels, et le risque qui nous
nous dit: «Dans les zones, qui étaient urbanisées jusqu'à présent, vous pouvez plus urbaniser et quelquefois même dans des zones qui l'étaient, encore, vous devez démolir l'existant et vous assurer que ces terrains à l'avenir seront inconstructibles». Donc finalement, on construit où? Parce qu'en plus, on est soumis à d'autres contraintes, les architectes des bâtiments de France. On ne peut pas reconstruire la ville sur la ville, on ne peut pas remplacer des maisons de village par des immeubles de 6 étages. Donc, comment faire pour reconstruire? Parce que le but est de garder les habitants, pas qu'ils partent ailleurs. Comment on fait pour reconstruire quand on ne peut pas grignoter davantage d'espace naturel et quand on ne peut pas reconstruire dans des zones à risque? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, évidemment. Donc ça c'est un vrai sujet. Et puis, on voit bien que dans n'importe lequel de nos projets, on est confronté à, une lourdeur de procédure, à énormément de normes. Je suis en train aujourd'hui de vouloir recréer des pistes pour justement ne pas construire une route dans le lit de la rivière, mais pour pouvoir désenclaver des terrains agricoles existants. On me demande des études géotechniques, des études hydrologiques, une étude d'incidence, sur les chauves-souris, et une autorisation de défrichement. Tout ça fait que cette piste et a toujours pas été créée, alors même qu'on a des secteurs qui sont toujours enclavés et qui auraient été désenclavés si on avait pu faire cette piste. Et je pourrais donner des tonnes d'exemples. C'est vrai que on a aussi une partie de la commune qui est située dans le parc du Mercantour et qui fait que là aussi, pour avoir des autorisations de travaux, c'est très lourd, très long. On a eu au titre de la loi sur l'eau une dérogation qui a duré à peu près 1 an, qui nous a permis de faire des travaux d'urgence simplement sur des déclarations sans attendre des autorisations. Mais ça, c'est fini aujourd'hui. On est soumis aux autorisations au titre de la loi sur l'eau et c'est là aussi long et lourd et en fait tout ça contribue à faire que la reconstruction qui n'aurait jamais été faite d'un claquement de doigts et qui aurait pu être plus rapide, bah, finalement, elle est longue, elle est lourde, que les habitants s'impatientent et d'ailleurs aussi au niveau des procédures de marché public, je pense qu'on aurait pu imaginer des procédures simplifiées, des procédures allégées qui nous auraient permis aussi de lancer beaucoup plus rapidement des travaux.